Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre, je suis certifiée en thérapie sensorimotrice, c'est une thérapie psychocorporelle. Ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel tu trouves plein de ressources autour de comment mieux créer un lien entre ta tête et ton corps, parce qu'on est nombreuses dans ce monde, dans cette société, à vivre un peu loin de notre corps pour des raisons multiples. Donc ici dans le podcast, tu trouves de la théorie, tu trouves des expériences, tu trouves des interviews avec des experts dans le domaine. Et aujourd'hui, je te propose une séance de théorie sur le faux window of tolerance. Donc aujourd'hui, je retourne un peu sur mon sujet de base, le trauma. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Tu trouves des épisodes plus dédiés au trauma, vraiment au début du podcast. Donc à cet endroit, bienvenue si c'est la toute première fois que tu découvres cet espace, et bienvenue si tu es quelqu'une qui vient régulièrement m'écouter et cheminer avec moi. Alors le faux window of tolerance, qu'est-ce que c'est? Déjà, window of tolerance, je ne sais pas si ça te parle, en français c'est la fenêtre de tolérance, et faux, c'est les Américains, les anglophones, ils ont pris le mot français, c'est la fenêtre de tolérance qui est fausse. Alors, fenêtre de tolérance, je vais en parler un tout petit peu, mais tu trouveras plein d'autres épisodes en dessous, je pense, en dessous de cet épisode. J'ai fait un épisode particulièrement sur la fenêtre de tolérance. Et très brièvement, quand on a vécu des choses difficiles dans la vie, on peut sembler régulé et en contact avec soi-même, en contact avec les autres, sans vraiment l'être. En fait, pour des personnes qui ont vécu vraiment des grosses difficultés, souvent très tôt dans l'enfance, ces personnes-là ont développé des stratégies de survie qui étaient extrêmement importantes à ce moment-là et qui leur permettent de fonctionner dans le quotidien, mais sans qu'elles soient vraiment aptes à être dans un vrai repos, un vrai lien avec eux-mêmes et un vrai lien avec autrui. Très brièvement de quoi je vais parler aujourd'hui. Et voilà, avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, en fait, il y a quelques semaines, j'ai publié un épisode sur mon parcours et pareil, je mettrai le lien en dessous. C'est cette fameuse interview dans laquelle je me suis interviewée moi-même. Et suite à cette interview, il y a une amie qui m'a dit « Waouh, Olivia, franchement, je ne savais pas qu'on pouvait méditer depuis aussi longtemps et faire autant de yoga et des activités qui incluent le corps et toujours être déconnecté du corps. » Et la réponse c'est oui, c'est possible. Il y a nombre de personnes qui accumulent des stratégies, qui se reconnectent à leurs propres ressources et qui pourtant ne sont toujours pas vraiment régulées, mais il s'agit vraiment de techniques, entre guillemets, qui leur permettent de ne pas être trop régulés. Donc ici dans le podcast, je crois que j'ai toujours dit que je vous partage ce que j'ai vécu personnellement, la théorie autour de ça, et tout ce qui m'a aidé, mais ce qui continue à m'aider.
Et moi, j'ai longtemps fonctionné juste à côté de l'intérieur de la fenêtre de tolérance. Alors, qu'est-ce que c'est la fenêtre de tolérance? Donc, il y a un épisode spécial dédié à ça et je vais quand même en dire 2-3 mots. Il y a plusieurs théories autour de la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance peut être expliquée et dessinée de façon différente. Je vais prendre un exemple très simple. Donc, tu t'imagines une feuille blanche sur laquelle tu dessines 2 lignes horizontales. Entre ces 2 lignes, c'est ça qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Quand tu es au milieu de cette fenêtre ces 2 lignes, on va dire que ton système nerveux, il est régulé. Ça, c'est en général le cas pour les personnes quand il y a pas de danger. Et au milieu de cette fenêtre, ce qui est possible, c'est d'être reposé, de jouer, d'avoir de la curiosité, d'avoir des vraies interactions interpersonnelles, enfin des vraies relations en sécurité avec les autres. On est dans le moment présent, on est connecté à soi-même. Donc il y a une sorte de pleine présence qui est possible. Je vis dans l'instant, je sens mon corps. En même temps, il y a une vigilance, mais une vigilance saine, juste assez d'activation du système sympathique pour justement être dans une action, être dans la relation avec un certain calme. L'empathie est possible, la bienveillance est possible dans cet état-là. On se sent vivant et on se sent dans un état de bien-être dans lequel, sur le plan physiologique, le corps, il est capable d'avoir une bonne santé. Par moment, on peut monter un peu dans cette fenêtre, donc il y a le système sympathique qui est un peu plus activé, le cœur bat un peu plus vite, ou je peux descendre un peu tout en restant dans la fenêtre, où je vais plus dans le repos, le cœur bat moins vite, les pensées vont un peu moins vite, et en même temps, tant que je reste dans cette fenêtre-là, mon cerveau, il est complètement capable de tout intégrer. J'ai, entre guillemets, le contrôle sur ma vie et je reste vraiment présente. Maintenant, il y a des personnes, surtout quand on a vécu des traumatismes ou des choses vraiment difficiles, qui ont une tendance à sortir de cette fenêtre de tolérance, qui peuvent parfois être là-dedans et quand il y a quelque chose qui leur arrive, un déclencheur, soit il y a suractivation et donc elles sortent par le haut, au-dessus de la fenêtre, où du coup c'est l'anxiété, la crise de panique, le cœur qui bat vraiment beaucoup plus vite, la respiration qui devient très très rapide et très superficielle. Ou de l'autre côté, les personnes peuvent, avec un déclencheur, tomber en dessous de cette fenêtre, où d'un coup ce qu'on peut appeler dissocient, tout devient très au ralenti, les personnes ne ressentent plus grand-chose, sont vraiment déconnectées. Des fois, on a l'impression de vraiment ne plus faire partie de la situation, mais de la voir de l'extérieur. Et autant au-dessus qu'en dessous de cette fenêtre de tolérance, le cerveau n'est pas capable d'intégrer quoi que ce soit. Donc en général, en thérapie, on aime bien avoir les personnes dans la fenêtre et pour qu'on ait quelque chose à travailler, en thérapie psychocorporelle en tout cas, proche de la limite haute ou basse, mais pas à l'extérieur parce que là, du coup, ça n'a plus aucun sens puisqu'il n'y a pas d'intégration possible. Et donc, en thérapie aussi, on apprend aux personnes de ressentir où elles se trouvent, ou dans cette fenêtre pour que dès que je sens que je commence à sortir vers le haut ou vers le bas, j'ai des ressources pour pouvoir re-rentrer. Et maintenant, il y a de nombreuses personnes qui ne sont jamais à l'intérieur de la fenêtre de tolérance sans se rendre compte, qui ont vécu des choses tellement difficiles, souvent très tôt dans l'enfance,
ce qui fait qu'elles étaient toujours soit hyper activées, donc très, 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 très haut, ou très hypoactivées, jamais là dans leur vie, jamais connectées à elles-mêmes. Et qui, pour pouvoir fonctionner, parce que quand on est dans un état de panique extrême en permanence, on ne peut pas fonctionner dans la vie, et quand on n'est jamais un petit peu activé, quand on est toujours en train de, je sais pas, même pas dormir, mais d'être allongé sans aucune énergie, on ne peut pas fonctionner non plus. Donc ces systèmes-là, ces systèmes nerveux de ces personnes ont appris des stratégies pour être un peu moins loin, un peu plus proche de la fenêtre de tolérance, sans pour autant être dedans. Et c'est cette zone-là, juste au-dessus de la fenêtre de tolérance et juste en dessous. Donc en gros, tu peux imaginer une ligne proche au-dessus et une ligne proche en dessous. Ça fait 4 lignes horizontales. Et c'est les 2 zones juste au-dessus et juste en dessous de la fenêtre de tolérance qui s'appellent le faux window of tolerance, la fausse fenêtre de tolérance. D'ailleurs, pour ces personnes-là, les 2 premières lignes en général sont très rapprochées. Des fois, la fenêtre de tolérance, l'espace entre les premières 2 lignes n'existe pratiquement pas. Donc en gros, les personnes qui vivent en permanence dans une fausse fenêtre de tolérance, elles ont l'impression d'être dedans, puisqu'aussi elles ont des stratégies qui sont efficaces, et même de l'extérieur, et c'est ça que je disais souvent dans ce podcast aussi, ça peut être pas du tout facile pour un thérapeute de détecter qu'une personne est dérégulée quand elle a des fortes stratégies pour se réguler, et de détecter que, en fait, cette personne, elle peut sembler calme et régulée, mais en fait, à l'intérieur, c'est pas du tout ça. Donc c'est vrai, en thérapie psychocorporelle, on apprend à vraiment pister, à regarder très finement la posture de la personne, le visage, l'expression dans le visage, même les changements de température, de couleur, on peut apprendre à les voir, ce qui nous donne un indice. Est-ce que cette personne, elle est vraiment régulée, ou est-ce que en fait, elle est juste en train de se réguler à mort? Mais si jamais cette régulation, et ça peut être de l'ancrage, se centrer ou utiliser des respirations, si on enlève ça, elle part direct. Elle arrive plus du tout à être là. Elle part soit vers le haut, soit vers le bas. Et souvent, ces stratégies-là, elles sont utilisées de façon compulsive ou un peu comme une addiction. Et ça peut être des réelles addictions comme avec des substances. Par exemple, quelqu'un qui est souvent très dissocié, très apathique, très basse en énergie, qui est super souvent overwhelmed, donc dépassé par les événements, ou qui tout simplement n'a jamais assez d'énergie pour faire les choses, ça peut être une personne qui va aller, quand on reste dans les addictions des substances, qui va aller plutôt vers des stimulants, donc la cocaïne par exemple, ou des amphétamines. Et quelqu'un qui est dérégulé plutôt vers le haut, donc plutôt vers la crise de panique, le cœur qui bat très vite, une hyperactivation, c'est des personnes qui vont plutôt aller vers quelque chose qui apaise, donc vers des benzodiazépines ou du cannabis par exemple. Mais après, ça peut être des addictions au sport, par exemple. Tout le temps, il faut que je fasse du sport pour me sentir un peu vivant. Ou ça peut être des addictions au boulot. Il faut que j'ai de la stimulation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou même il faut que je reste concentrée pour être un peu plus basse, pour être focalisée, pour pas partir dans tous les sens. Et du coup, souvent, les personnes, je dis souvent, pas du tout le monde, mais ces personnes-là qui sont hyper perfectionnistes et qui sont des overachievers, j'avais déjà ce mot dans le podcast, les personnes qui sont
qui font des super réussites dans leur vie parce qu'en fait, elles s'arrêtent jamais, elles travaillent 24 heures sur 24. Bah, ce sont souvent des personnes qui vivent en permanence dans la fausse fenêtre de tolérance, qui sont toujours dans cette zone au-dessus et qui n'arrivent pas à s'arrêter. Parce qu'en fait, si elles s'arrêtent, c'est qu'elles abandonnent leur stratégie et du coup, le système, il explose. Et ce sont souvent ces personnes-là qui peuvent entendre en thérapie par des thérapeutes: «Mais en fait, vous fonctionnez super bien, donc c'est pas la peine de faire la thérapie». Alors qu'à l'intérieur, ces personnes-là ressentent vraiment: «Mais il y a un truc qui va pas, je ne vais pas bien, j'ai besoin de travailler sur moi». Et en même temps, ce sont souvent ces personnes qui, au niveau de la société, sont très bien intégrées, sont très bien acceptées, parce que notre société, en quelque sorte, elle nous pousse à ignorer nos besoins, elle nous pousse à être déconnectés à nous-mêmes, à réussir de plus en plus en plus. Le repos et le bien-être, c'est pas forcément quelque chose qui est très Mmh, hautement vu, qui est très bien vu. Et en revanche, les personnes qui tombent dans les addictions ou qui n'arrivent pas à se structurer assez parce qu'elles sont trop basses, eh bien, dans notre société, elles sont mal vues. Alors qu'au final, c'est le même fonctionnement. C'est juste qu'une personne réussit parce que sa stratégie la pousse vers ça, et une personne va pas réussir parce que sa stratégie, c'est plus une stratégie qui la déconnecte et qui la ralentit. Et dans ce contexte-là, c'est peut-être intéressant d'évoquer que, comme c'est quelque chose qui est difficile à détecter autant pour l'entourage que pour la personne elle-même, parce que ces stratégies peuvent fonctionner jusqu'à un certain degré. Donc, les stratégies qui sont en place et qui sont souvent hyper, hyper ancrées, parce que ça permet à la personne de fonctionner un minima, eh bien, elles font que la personne, elle est pas très loin de la fenêtre de tolérance. Elle peut paraître dedans. Eh bien, c'est un peu ça, à mon avis, la raison pour laquelle il y a plein de personnes qui méditent et qui font du yoga et qui ont l'impression de vraiment y être. Enfin, elles font ce qui est demandé et en même temps, elles sont pas présentes. En méditant, elles sont en train de dissocier sans se rendre compte, et en yoga, elles font très bien les postures, les asanas, les respirations, etc., mais sans réelle connexion à elles-mêmes. Et je ne sais pas si vous connaissez des personnes, mais moi j'ai connu des personnes il y a une personne qui s'est luxé une épaule, s'il vous plaît, en yoga. Alors, à quel point on n'est pas connecté à soi-même pour se luxer une épaule dans une pratique qui a priori est censée être, quand même nous aider à être en lien avec nous-mêmes. Et je rigole, mais en même temps, il y a pas de jugement là-dessus. Parce que ces stratégies, encore une fois, elles sont hyper intelligentes. C'est juste, c'est pas évident de se rendre compte des fois qu'on est en train de tout faire pour être présent, pour avoir ce lien, pour avoir cette sécurité à l'intérieur. Et en fait, non, je suis à côté. Je maintiens mon état pas trop dérégulé, mais pourtant pas dans la fenêtre non plus. Pas dans une réelle sécurité, dans une réelle détente non plus. Et autant méditation, yoga, autant il y a des choses dans la thérapie aussi qui peuvent être contre, contre-productifs si on n'a pas un accompagnement par une personne qui est vraiment formée là-dedans. Et encore une fois, ce sont tous des outils qui peuvent être super et très efficaces pour des personnes non traumatisées ou peu traumatisées, et qui peuvent pousser la personne encore plus dans un truc qui la garde dedans sans qu'on se rende compte. Comme par exemple, je vais utiliser ça parce que je trouve c'est très, délicat, c'est le pardon.
pardonner, en général, c'est hyper important. Mais pousser quelqu'un à pardonner quand le processus à l'intérieur n'est pas encore terminé, quand la personne n'a pas travaillé sur tout ce qui était blessé et sur tous les dépassements des limites qu'elle a autorisés pendant toute sa vie, eh bien, pousser cette personne à pardonner, c'est agrandir le traumatisme. Et en disant ça, je me rends compte que ça vaut un podcast entier, donc je vais laisser ça comme ça, au milieu de la pièce. Et en fait, juste pour dire que rien n'est noir et blanc. L'être humain est hyper complexe et en même temps, c'est un chemin. Et pour moi, c'est vraiment un chemin qui peut durer longtemps, qui peut aller vite, et c'est une recherche. C'est une recherche de voies, d'enseignement, de techniques, de pratiques et d'accompagnement. Et c'est aussi un chemin où c'est un peu comme un puzzle où je trouve différentes pièces de puzzle qui forment peu à peu, progressivement, un ensemble. Et je reviens sur le mot accompagnant parce que je trouve que c'est tellement important d'avoir les bonnes personnes qui nous entourent. Et des fois, ça prend du temps de trouver des bonnes personnes, et des fois, il faut changer, et des fois, il faut avoir plusieurs personnes. Et du coup, pour revenir sur mon chemin perso, j'étais accompagnée par une analyste pendant 8 ans qui a fait son super boulot d'analyste et qui était à un moment donné plus du tout la réponse à mon besoin. Et heureusement et probablement par rapport au yoga et à la méditation, à un moment donné, j'ai senti que c'était plus ça dont j'avais besoin. Et c'est tellement important de s'écouter. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai trouvé les accompagnants qui m'ont amené de plus en plus vers j'enlève des couches de dissociation, de stratégies qui fonctionnent, mais qui fonctionnent plus trop bien, et de nouvelles stratégies. Et donc, voici mon appel de nouveau. Faites-vous accompagner quand vous sentez qu'il y a quelque chose dans tout ce que je viens de dire qui vous parle. Et n'hésitez pas à changer l'accompagnant. Donc, pareil, changez pas toutes les 3 semaines, mais quand vous sentez que j'ai besoin d'aller plus loin, allez chercher un peu plus loin. Voilà, j'avais plein de choses à dire. Peut-être un dernier truc, c'est que quand on commence à rentrer dans la fenêtre de tolérance et quand on n'avait pas l'habitude, eh bien ça peut être très désagréable. On pourrait se dire: «Waouh, c'est cool, je me rapproche de plus en plus de moi-même, je me détends de plus en plus, je trouve de plus en plus d'énergie» et en même temps, ces stratégies, elles ont un coût, c'est celui de ne pas être vraiment en connexion avec soi-même et elles ont un prix et le prix, ça peut être, en positif, justement, de ne pas être présent avec tout ce qui est difficile et qui est là. Des prises de conscience, des douleurs physiques ou émotionnelles. Donc, j'ai entendu plusieurs personnes dire au fur et à mesure qu'elles s'approchent d'elles-mêmes. Et là, il y a un autre podcast sur le backdraft, j'ai dû en parler à un moment donné. Enfin, il y a une sorte de deuil qui arrive quand on passe ces étapes-là, quand on se rapproche de soi-même. Et il y a des personnes qui me disent: «Waouh, je suis plus dans la réalité, mais en fait, c'est hyper douloureux. Je suis plus présente à ce qui se passe, ce que je suis en train de vivre, mais maintenant il faut que j'affronte tout ça» et j'ai des frissons en disant ça. Oui, donc il peut y avoir des étapes difficiles qui montrent que, waouh, vraiment, tu es sur le bon chemin. Et ces difficultés acceptées, traversées, transformées, tu vas vers de plus en plus d'amour à l'intérieur et envers toi-même, et aussi plus d'amour et plus de présence et plus de joie et plus de vie dans les relations avec les autres. Bienvenue après cet épisode.
J'espère qu'il y a quelque chose qui s'est clarifié pour toi. Et si jamais cet épisode t'a fait du bien, si tu as appris des choses, tu peux le partager. Peut-être tu connais des personnes qui sont dans la fausse fenêtre et ou en tout cas qui pourraient apprendre des choses par cette théorie. Donc tu peux partager l'épisode sur les réseaux ou directement l'envoyer à quelqu'un. Si c'est pas encore fait et si tu as envie de soutenir mon travail, merci d'abonner la chaîne. Et bien sûr, tu peux me laisser des commentaires 5 étoiles, des commentaires tout courts sur YouTube, sur Apple Podcast. Tu peux venir me voir sur Instagram. Et si toi, tu as envie d'aller un peu plus loin dans ton voyage, ah oui, bien sûr, il y a aussi la lettre d'Olivia qui sort tous les premiers du mois et dans lequel je partage encore d'autres aspects, souvent de ce que je vis dans mon quotidien, mes prises de conscience dans les ici et maintenant. Et il y a le yoga. Je reprends les cours de Natha Yoga, donc c'est un yoga qui amène vraiment dans la présence, dans la saveur de la vie et qui donne beaucoup de stabilité. C'est les mercredis de 19h à 20h. Tu peux par exemple répondre à ma lettre d'Olivia si ça t'intéresse. Et maintenant, je te souhaite d'aller bien, d'avoir accès à tes ressources et de pouvoir te connecter à la belle personne que tu es. Merci d'être là, prends bien soin de toi et à bientôt.